Je m'appelle Henri Dubois et j'ai 75 ans. Depuis que ma Madeleine nous a quittés il y a 4 ans, j'ai appris à vivre avec le silence de ma maison de Villefranche-sur-Saône. Au début, ce silence me pesait, me forçait à allumer la télévision juste pour entendre des voix. Aujourd'hui, j'ai fini par l'apprécier. Le silence ne ment pas, ne trahit pas, ne vous regarde pas comme si vous étiez un fardeau. Notre petite maison à 2 chambres me suffit largement maintenant. Il y a le salon qui donne sur la rue, la cuisine où je bois mon café du matin, et cette terrasse où Madeleine et moi nous installions le soir, main dans la main. 46 ans de mariage, et la solitude reste comme une plaie qui ne guérit jamais. J'ai travaillé toute ma vie comme expert en assurance. Pas le métier le plus romantique, mais il nous a donné la stabilité. J'ai évalué des dégâts causés par les incendies, les inondations, les accidents. J'ai appris à voir la vraie valeur des choses à travers la suie et les débris. Peut-être que c'est pour ça que je sais reconnaître la vraie nature des gens derrière leur sourire et leurs belles paroles. Madeleine et moi n'avons eu qu'un enfant, notre fille Camille. Petite, je voyais le soleil en elle, ses cheveux roux hérités de sa mère, son rire spontané. Elle adorait s'asseoir sur mes genoux pour que je lui raconte des histoires. Madeleine disait souvent que je la gâtais trop, et elle avait raison. C'est sans doute là que j'ai fait ma plus grosse erreur. Camille a grandi en pensant que le monde entier lui devait quelque chose. Ce n'était pas une mauvaise gamine, juste habituée à obtenir tout ce qu'elle voulait. D'abord les jouets et les robes, puis une voiture à 16 ans, puis l'université et l'appartement qu'on lui payait. Madeleine et moi voulions donner à notre fille ce qui nous avait manqué, mais on a dépassé les limites. Tout a changé quand elle a rencontré Jérôme Moreau. Je me souviens du soir où elle nous l'a présenté. Un grand type mince, les cheveux parfaitement coiffés, avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il travaillait pour une société de matériel médical et avait ce charme particulier des bons vendeurs. J'ai tout de suite senti la fausseté en lui, mais qui étais-je pour dire à ma fille de 27 ans qui fréquentait ? Il prend tellement soin de moi, papa, disait Camille, rayonnante. Jérôme me comprend comme personne d'autre. Madeleine était plus perspicace. Le soir, quand nous étions seuls, elle m'avait dit, ce jeune homme regardait notre maison comme s'il en évaluait la valeur. J'avais balayé ses inquiétudes. Je voulais croire que ma fille avait trouvé le bonheur. Mais au fond, je savais que Madeleine avait raison. Jérôme n'évaluait pas la maison, il nous évaluait, nous. Notre volonté d'aider, nos économies, notre désir de voir Camille heureuse. Ils se sont mariés 1 an plus tard. Un grand mariage, comme Camille le voulait. Madeleine et moi avons dépensé une bonne partie de nos économies, mais comment lésiner sur le bonheur de son unique enfant ? Après leur lune de miel aux Seychelles, ils ont emménagé dans une maison dont nous avions aussi financé l'apport. J'espérais qu'ils allaient maintenant se débrouiller seuls. Mais les appels à l'aide ont commencé au bout de 3 mois. Papa, on a une dépense imprévue. Papa, Jérôme a un problème au travail, il faut qu'on passe le mois. Papa, on veut partir en vacances pour décompresser, tu sais comme c'est important pour la santé. Au début, je donnais sans poser de questions. Puis j'ai commencé à demander à quoi servait exactement l'argent. Camille s'offusquait, disait que je ne lui faisais pas confiance. Peut-être qu'elle avait raison. À ce moment-là, je savais que Jérôme n'était pas aussi performant dans son travail qu'il voulait le faire croire, et ma fille ne voulait pas travailler du tout, se considérant comme une décoration de salon. Madeleine a commencé à tomber malade quand Camille a eu 30 ans. Le cancer, ce mot qui bouleverse toute une vie. 2 années de combat, chimiothérapie, rémission, rechute. J'étais à ses côtés chaque minute, lui tenant la main quand la douleur la faisait pleurer. Camille venait rarement, toujours pressée. Jérôme l'attendait généralement dans la voiture, ne prenant même pas la peine de passer dire bonjour à sa belle-mère. Ils sont très occupés, excusait Madeleine. Les jeunes ont leur propre vie. Je me taisais, mais l'amertume grandissait en moi. Ne pouvait-elle pas trouver 1 heure par semaine pour rendre visite à sa mère mourante ? Après la mort de Madeleine, j'étais complètement seul. Je ne voulais pas rentrer à la maison où chaque coin me rappelait elle. Ma fille n'est arrivée que le lendemain, quand toutes les formalités étaient réglées. Désolé papa, on était dans une réunion importante et on ne pouvait pas partir, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Elle sentait le parfum cher et le vin. Les obsèques ont été discrètes. Camille a insisté pour la crémation alors que Madeleine voulait être enterrée près de ses parents au vieux cimetière. C'est plus pratique, a dit ma fille,
et je n'ai pas eu la force de protester. Après les funérailles, les visites de ma fille sont devenues encore plus rares et ses demandes d'argent plus fréquentes. Parfois je pensais qu'elle ne pensait à moi que quand elle et Jérôme avaient besoin d'aide financière. Je donnais parce que c'était le dernier lien entre elle et moi. J'avais peur qu'en disant non, je ne la revoie plus jamais. Il y a 3 ans, ils ont demandé de l'argent pour créer leur propre entreprise. Jérôme voulait monter une société de conseil. Je leur ai donné presque toutes mes économies. L'entreprise a duré moins d'1 an. Quand j'ai prudemment demandé ce qui avait mal tourné, Camille m'a répondu avec irritation. « Il y a tellement de concurrence maintenant, papa. Tu ne comprends pas le marché d'aujourd'hui. » J'ai eu 74 ans l'année dernière. Camille et Jérôme ne sont pas venus pour mon anniversaire. Ils ont envoyé une carte par email, même pas appelé. Ce soir-là, assis sur la terrasse à regarder les étoiles, j'ai parlé à Madeleine comme je le faisais chaque soir. On a fait quelque chose de mal, ma chérie. Où est-ce qu'on s'est trompé? Pour la première fois depuis longtemps, j'ai admis que ma fille n'était pas la personne que je voulais qu'elle soit. Elle était égoïste, calculatrice et insensible, et son mari n'était qu'un parasite qui suçait l'argent des autres. Cette pensée m'a apporté un étrange soulagement. Je ne me faisais plus d'illusions, je ne justifiais plus leur comportement. Je les voyais tels qu'ils étaient, et j'ai décidé que je ne serais plus leur distributeur automatique. L'occasion de tester ma résolution s'est présentée 1 mois plus tard. Camille a appelé avec une autre histoire touchante sur leur besoin d'argent pour des soins médicaux. J'ai poliment mais fermement dit non. Il y a eu une pause, puis elle a éclaté en reproches. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu es tout seul. Qui va s'occuper de toi si ce n'est nous? J'ai failli rire. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi consistait en de rares coups de téléphone et des visites encore plus rares, se terminant toujours par des demandes d'argent. Je me débrouillerai tout seul, ai-je répondu calmement. C'était un mardi matin ordinaire. Je me suis levé à 6 heures comme d'habitude, j'ai bu mon café, lu le journal, pris mon porridge comme me l'avait conseillé le docteur Reynaud. Surveillez votre cholestérol, monsieur Dubois. C'est important à votre âge. À 9 heures, je me suis mis au ménage. Madeleine riait toujours de ma maniaquerie, mais depuis sa mort, cette habitude s'était intensifiée. Chaque objet devait être à sa place. Quand on vit seul, l'ordre de la maison est la dernière chose qu'on peut contrôler. J'époussetais les photos du salon quand le téléphone a sonné. C'était Camille, ce qui était inattendu. « Papa, on voudrait passer samedi. Il faut qu'on parle. »« Il y a un problème ?» ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. « Non, non, c'est juste qu'on a des difficultés financières. » Je ne me souviens pas exactement de ce qui s'est passé ensuite. En montant l'escalier, j'ai dû accrocher le bord du tapis ou avoir un vertige. Tout ce dont je me souviens, c'est la sensation de perdre l'équilibre et la douleur aiguë qui a traversé tout mon corps. Je suis revenu à moi au pied de l'escalier. La douleur dans ma hanche gauche était insupportable. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ne bougeaient plus. Le téléphone était resté sur la table du salon, si proche et si inaccessible. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Plusieurs heures, je pense. Madame Blanchard, ma voisine qui passait parfois vérifier si tout allait bien, m'a trouvé. « Oh mon Dieu, Henri !» s'est-elle exclamée. « Ne bougez pas, j'appelle les secours. » Les radiographies ont confirmé ce que je ressentais déjà, fracture du col du fémur. Une blessure typique pour votre âge, a dit le jeune docteur Martineau avec un ton mêlant sympathie et indifférence professionnelle. J'allais subir une opération pour poser une broche métallique. Vous aurez besoin d'aide après votre sortie, m'a-t-il prévenu. Avez-vous quelqu'un qui peut s'occuper de vous? J'ai pensé à Camille et Jérôme et j'ai failli rire. Ma fille et mon gendre, ai-je répondu sans entrer dans les détails. Camille et Jérôme sont arrivés le lendemain vers midi. Elle est entrée avec un bouquet qui semblait acheté à la dernière minute au kiosque de l'hôpital. Jérôme l'a suivi avec l'air d'un homme qui calcule mentalement combien de temps il devrait passer ici. Quand j'ai expliqué que j'aurais besoin d'aide à la maison après ma sortie, ils ont échangé un regard rapide. « Bien sûr qu'on va t'aider », a dit Camille, mais ses yeux évitaient les miens. « C'est juste qu'on traverse une période difficile. Jérôme est entre 2 emplois et moi, on a des problèmes financiers. »« C'est de ça qu'on voulait te parler samedi », a interrompu Jérôme. En regardant ma fille et son mari alors que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, impuissant,
j'ai réalisé qu'il voyait ma blessure comme une opportunité. Il nous faut de l'aide pour passer quelques mois, a continué Jérôme. J'attends une réponse d'une société qui devrait se lancer à l'automne. Je n'ai pas d'argent de côté, ai-je répondu fatalement. Ma pension couvre à peine l'entretien et les médicaments. Et l'assurance? A demandé Camille rapidement. Tu as une assurance santé, non? J'avais environ 20 000 € sur mon compte. C'était tout ce qui me restait, les dernières économies que je gardais pour les urgences. Camille s'est illuminée quand je l'ai mentionné. C'est suffisant pour payer les dettes de la maison et il en reste pour ton traitement. Comment je suis censé accéder au compte en étant allongé ici? Ai-je demandé, sachant déjà où il voulait en venir. On pourrait t'aider, a commencé Jérôme prudemment. Si on avait une procuration. Le lendemain, ils sont venus tôt le matin avec les papiers. L'opération était prévue pour 11 heures et les infirmières me préparaient déjà. Ma main tremblait quand j'ai signé. Je savais que c'était une erreur, mais allongé dans ce lit d'hôpital, que pouvais-je faire d'autre? L'opération s'est bien passée. Camille et Jérôme n'ont pas donné signe de vie pendant 4 jours. Quand ils ont finalement réapparu, ils portaient des vêtements neufs et coûteux. On s'est occupé de tes factures, papa, a dit Jérôme en sortant quelques papiers. Les montants étaient bien inférieurs à ce que j'attendais. Où est le reste de l'argent? Ai-je demandé directement. On a payé les dettes de notre maison comme on l'avait dit, et on a acheté quelques nécessités, a répondu Camille. Tout ça pour ton bien, papa. Ils avaient tout pris. 20 000 €, mes dernières économies que je gardais pour mes vieux jours. 10 jours après l'opération, alors que je luttais pour me déplacer avec un déambulateur, j'ai reçu un message de Camille sur mon vieux portable. On s'est envolé avec tout ton argent. Salut. J'ai relu le message plusieurs fois, n'en croyant pas mes yeux. Puis un second message est arrivé de Jérôme. Une photo de lui et Camille dans un avion, flûte de champagne à la main, souriant largement à l'appareil. La légende disait « Merci pour les vacances, vieux. On te rapportera peut-être un magnet de frigo. » J'ai senti la nausée monter. Ils n'avaient pas seulement pris mon argent, ils en étaient fiers. Ils avaient transformé le vol en divertissement. C'est l'infirmière Sophie qui m'a trouvé dans cet état, le plateau de dîner renversé, le téléphone dans mes mains tremblantes, le visage mouillé de larmes. Elle a lu les messages et son visage a changé. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. « Je suis désolée. » Cette nuit-là, j'ai tout raconté à Sophie. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis ouvert à quelqu'un. Elle m'a écouté sans m'interrompre, acquiesçant parfois ou serrant ma main pour me soutenir. Le lendemain matin, j'ai appelé ma sœur Denise. Nous ne nous étions pas parlé depuis 15 ans à cause d'une querelle familiale autour de l'héritage de nos parents. Quand je lui ai expliqué ma situation, elle a dit simplement « Tu es mon frère. Ma maison t'est ouverte. » Denise est venue me chercher 2 jours plus tard. Je n'avais pas vu ma sœur depuis 15 ans, et le temps ne l'avait pas épargnée plus que moi. Ses cheveux étaient complètement gris, des rides creusaient son visage jadis lisse, mais ses yeux étaient les mêmes yeux bleu clair dont je me souvenais. Avant de partir, j'ai insisté pour m'arrêter chez moi ramasser quelques affaires personnelles et écrire une lettre pour Camille et Jérôme. Je savais qu'ils reviendraient tôt ou tard, s'attendant à me trouver impuissant et dépendant de leur pitié. Camille et Jérôme, ai-je écrit, quand vous lirez cette lettre, je serai loin. Je suis parti vivre avec ma sœur Denise en Provence, et je ne compte pas revenir. Je connaissais vos intentions depuis le début. L'argent que vous avez pris, 20 000 €, c'était tout ce qui me restait. J'ai porté plainte pour vol. À partir de maintenant, je coupe tout lien avec vous. Vous n'êtes plus ma famille. N'essayez pas de me contacter. Henri Dubois. J'ai scellé la lettre et l'ai laissée bien en évidence sur la table de la cuisine. Le voyage vers la Provence a été long. Denise et moi nous sommes arrêtés dans des motels pour que je puisse me reposer. Nous avons parlé pendant des heures, rattrapant les années perdues, guérissant de vieilles blessures. Tu vas adorer là-bas, m'a-t-elle dit. C'est calme, paisible, les gens sont amicaux, et j'ai une grande maison. Pendant ce temps, Camille et Jérôme traversaient leurs propres épreuves aux Seychelles. La tempête tropicale qui a frappé l'archipel pendant leur séjour a transformé leurs vacances de luxe en cauchemar. Ils ont passé 5 jours dans un centre d'évacuation avant de pouvoir rentrer. Leurs affaires coûteuses ont été perdues, et ils sont rentrés épuisés et considérablement plus pauvres qu'ils ne l'avaient prévu.
Quand ils sont finalement retournés à ma maison à Villefranche, ils ont trouvé ma lettre. D'après Madame Blanchard, ils sont restés longtemps assis dans la cuisine silencieuse, réalisant enfin les conséquences de leurs actes. Moi, j'ai commencé une nouvelle vie en Provence. J'ai continué ma rééducation, retrouvé progressivement ma mobilité. Denise m'a présenté à ses amis, et j'ai rapidement eu mon propre cercle social. J'ai commencé à aider au centre communautaire, conseillant les gens sur les assurances. Parfois je pense à Camille et Jérôme, à comment leur vie a tourné depuis notre rupture. Ont-ils appris quelque chose de cette histoire? Ont-ils changé? Je ne le sais pas, et franchement, je ne veux plus le savoir. Ce chapitre de ma vie est clos. À 75 ans, j'ai commencé une nouvelle vie. Une vie sans manipulation, sans me sentir utilisé, sans déception constante. Une vie où je suis apprécié pour qui je suis, pas pour ce que je peux donner. Au final, nous récoltons tout ce que nous semons. Moi, je méritais la paix et une vraie famille. Eux, ils méritent les conséquences de leurs actes.